Alors, regardez bien, le 20-12-2005, une réparation a été effectuée sur des machines. À l'inventaire, donc le 31-12-2005 ici, la facture n'est pas encore arrivée, mais le comptable estime, grâce au devis, donc pas la facture définitive par définition, que le prix hors taxe sera d'environ 7 000 euros. Le 6-01-2006, la facture arrive à l'entreprise, vous voyez, je le fais exprès, hors taxe 7 200. Vous voyez, c'est exactement conforme à ce que je vous dis, ce n'est pas tout à fait le même montant que, etc., etc. Très bien, regardez l'écriture. Le 31-12-2005, j'enregistre la charge à payer. 615, entretien réparation pour le montant hors taxe 7 000, 44 586 TVA régularisé, 7 000 à 0,196 à 408 fournisseurs, facture non parvenue, 8 372 pour le TTC. Le premier jour qui suit l'inventaire, donc dans cet exemple-là, le 1-01-2006, je contrepasse exactement cette écriture. Vous voyez qu'au moment où je contrepasse cette écriture-là, on le voit bien avec l'exemple sous les yeux, le compte 408 est soldé, il n'existe plus. Le compte 44 586 TVA régularisé n'existe plus. Et au titre de l'exercice 2006, le compte 615 est créditeur de 7 000. Ne me dites pas, il n'existe plus. Il est créditeur de 7 000. Vous allez me dire, oui, mais là, vous l'avez débité de 7 000. 84e fois, le 31-12, avant de passer à l'écriture du 1-01-2006, j'ai supprimé tous les comptes 6 et les comptes 7 pour les remplacer par un seul compte qui s'appelle le résultat de l'exercice. Nous verrons ça, c'est la dernière écriture que l'on passe. D'accord? Donc, le 1-01-2006, le compte 615 est bien créditeur de 7 000, alors que les deux autres sont nuls. Le 6-01-2006, quand arrive la facture, la vraie facture, je débite 615 pour le montant hors taxe, ici 7 200, la TVA sur 7 200 à 401 fournisseurs. Vous voyez qu'après cette écriture du 6-01, le compte de charge apparaît pour un montant de 200. Je l'ai débité de 7 200 au titre de 2006, je l'avais crédité de 700, en charge il n'apparaîtra que 200. Si le montant de la facture réelle avait été exactement de 7 000, eh bien, après l'écriture du 601, en compte de charge 615, il y aurait eu 0. Vous voyez, il n'apparaît que le différentiel, après avoir contrepassé et enregistré la facture normale, en charge n'apparaît que le différentiel entre ce qui était estimé au 31-12 et ce qui s'est fait réellement. On est d'accord sur le principe ? Remarquez bien, ici encore une fois, avant de passer à l'exercice numéro 2, qu'au titre de l'exercice 2005, on a bien fait supporter 7 000 de charges. Vous voyez, la charge à payer, la voilà. On est d'accord sur le principe ? Deuxième exemple, un tout petit peu plus compliqué, bien qu'on fera un exercice spécifique, un cours je ferai sur les emprunts spécifiques quand même déjà. Sans aller jusqu'à la difficulté que nous verrons dans un prochain cours sur le remboursement des emprunts, là, quelque chose d'assez simple, mais qui relève aussi des charges à payer. Alors regardez bien, le 108N, nous empruntons 100 000 euros, je vous dis, remboursable le 31-07 plus 1. Taux d'intérêt annuel 10%. Donc, quel est le principe ? Le 31-07 plus 1, c'est-à-dire 12 mois après l'emprunt, qu'est-ce que nous devrons rembourser ? Nous devrons rembourser le capital emprunté, d'accord, 100 000 euros, vous êtes d'accord ? Puisqu'on a dit que c'était remboursable un an après. Donc je rembourserai le capital emprunté 100 000 euros et les intérêts sur ce capital emprunté. 100 000 euros fois 10%. Ça fait bien 10 000 euros. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc la somme totale à rembourser, ça s'appelle une annuité qui comporte le capital que je rembourse plus les intérêts, ça fera 110 000 euros. Est-ce que tout le monde me suit ? Comprenez que ces 110 000 euros, dans cet exemple-là, je les paierai le 31-07 plus 1. Je les paierai et donc je les enregistrerai le 31-07 plus 1. Est-ce que vous êtes d'accord ? Mais dites-moi, si l'inventaire a lieu le 31-12 qu'est-ce qui se passe ? Entre le 108 et le 31-12
est-ce que vous êtes d'accord que je n'ai passé aucune écriture? Le 1,08, oui, j'ai reçu l'argent de l'emprunt, donc ça, j'ai passé l'écriture, mais après, entre le 1,08 et le 31,12, j'ai passé aucune écriture, vous êtes tous d'accord avec moi, puisque le remboursement aura lieu, dans cet exemple-là, le 31,07 N+1. Vous allez me dire, et alors, qu'est-ce qu'on s'en moque? Et on ne s'en moque pas. Pourquoi? Parce que le 31 décembre, est-ce que vous êtes d'accord qu'il vous paraît, j'espère qu'il vous paraît logique, que les intérêts qui vont du 1er août N au 31/12 N, est-ce que vous êtes d'accord que ce sont bien des charges qui doivent être imputées à l'exercice N? Ce sont bien des charges à payer, vous voyez, et j'ai passé aucune écriture. Conséquence, le 31/12 N, il va falloir que j'enregistre ce que l'on appelle les intérêts courus. Donc, au 31/12 N, nous devons constater la part d'intérêt à payer le 31,07 N+1, mais qui se rapporte à l'exercice N. En effet, encore une fois, là je vous l'ai écrit, comme ça vous l'avez sous les yeux, entre le 1,08 N et le 31/12 N, le comptable n'a par définition passé aucune écriture concernant les intérêts de cet emprunt. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va passer comme écriture? Regardez bien. Le 1,08 N, enregistrement de l'emprunt, 512 banques, 100 000, à 16, la dette d'emprunt, 100 000. Et regardez bien le 31/12 N, constatation des intérêts courus au titre de N, ça c'est bien la charge à payer. Je ne l'avais pas enregistré avant. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour quel montant? 661 charges d'intérêt. Pour quel montant? 100 000, le capital, multiplié par 10%, vous me suivez, et multiplié par 5/12e. Pourquoi 5/12e? Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Du 1er août au 31 décembre N, il y a bien 5/12e des intérêts dus le 31 juillet N+1 qui sont à la charge de l'exercice N. C'est exactement ça, une charge à payer. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est un deuxième exemple très fréquent. Et A, je crédite 1,688, intérêt couru sur emprunt pour cette somme-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en passant cette écriture, j'impute à l'exercice N 4166,67 d'intérêt, de charge, que je n'ai pas pu enregistrer auparavant. Pourquoi je n'ai pas enregistré? Mais parce que dans cet exemple-là, les intérêts seront à payer le 31 juillet de l'année d'après. Est-ce que vous êtes d'accord? Rappelez-vous la suite de l'exercice. Maintenant, le 1,01 N+1, donc le lendemain de l'inventaire, je contrepasse exactement l'écriture d'intérêt couru. Est-ce que tout le monde me suit? Ça y est, c'est clair? D'accord? Et le 31,07 N+1, j'enregistre le remboursement de l'annuité. Je rembourse quoi? 661 charges d'intérêt, mais regardez bien, charges d'intérêt, 100 000 fois 0,10, la totalité des intérêts, 10 000, 10%. Je rembourse l'emprunt 100 000 euros, donc je fais un chèque de 110 000 euros. Est-ce que tout le monde me suit? Maintenant, regardez bien l'intérêt que ça a, si j'ose dire, cette écriture-là. Regardez le solde du compte 661 après le 31,07 N+1. Combien il va y avoir à l'intérieur? Regardez bien. J'ai crédité le compte 661 de 4166,67 en le contrepassant, et le 31,07, je le débite de 10 000 euros. Conséquence, après la deuxième écriture du 31,07 N+1, combien il y aura à l'intérieur du compte 661? Eh bien, la différence entre 10 000 et 4166,67, c'est-à-dire 5 833,33. Vous allez me dire, et alors? Eh bien, et alors, 5 833,33, qu'est-ce que c'est? C'est pas difficile, hein? C'est 100 000 multiplié par 10%, c'est-à-dire 10 000, les intérêts pour 12 mois, multiplié par 7/12e. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, au titre de l'exercice N+1, en charge, il n'y a bien que 7/12e des intérêts. Et au titre de l'exercice N, j'ai bien mis 5/12e d'intérêt. Au total, 5/12e plus 7/12e, ça fait bien 12/12e. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tout le monde comprend bien le principe? Alors,
Maintenant, autre cas encore, exemple 3, en général, ça intéresse beaucoup les étudiants, les congés payés et les charges sociales associées. Alors, quel est le principe? Les salariés, vous le savez, ont droit à ce jour à 2 jours et demi de congés payés par mois. Donc, les congés payés se calculent de début juin, N, à fin mai, N+1. Je ne rentre pas dans les détails, vous verrez ça dans un cours de droit social, où évidemment tout ça c'est vu, parce que c'est très compliqué, enfin c'est très compliqué, oui, de toute façon, tout ce qui relève du social, en France, particulièrement compliqué, un peu comme la fiscalité, particulièrement compliqué. C'est plus des usines à gaz, c'est des centrales nucléaires à gaz, vous voyez, c'est le truc, voilà. Parce que c'est une chose de calculer les congés payés de début juin à fin mai, N+1, c'est pas la même chose de la période pendant laquelle on peut prendre ses congés. Mais par exemple, ça fait partie des petits détails. Donc, ce qui est sûr, c'est que les salariés ont droit à 2 jours et demi de congés payés par mois. Les congés payés se calculent de début juin N à fin mai N+1. Donc, à l'inventaire de fin N. L'employeur doit, cette fois-ci, provisionner les congés payés dont bénéficient les salariés de juin N à septembre N et qui seront à prendre l'exercice suivant. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que si vous rentrez dans une entreprise, par exemple, le 1er juin d'une année, et que cette entreprise fait son inventaire le 31/12/N, avant le 31/12, vous n'aurez pas le droit de prendre de vacances. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais par contre, vous aurez acquis de juin à décembre 2 jours et demi de congés par mois. Ça y est, vous me suivez? L'entreprise, principe de prudence, doit absolument constater cela. Donc, on doit passer ici 2 écritures fin N, celles qui doivent constater la dette proprement dite pour congés payés aux salariés de juin à décembre N, et celle constatant la dette pour charges sociales et fiscales sur congés payés. Oui, parce qu'il y a les congés payés. Rappelez-vous quand on a fait le cours sur les salaires, mais il y a le salaire, puis aussi il y a les charges sociales. Donc il y a 2 choses à provisionner. On appelle ça ici la provisionner. Donc là, les congés payés proprement dit à verser aux salariés, plus la dette concernant les charges sociales et fiscales sur congés payés de juin à N, bien entendu, de juin à décembre N. Et bien sûr, le premier jour de l'exercice suivant l'inventaire, donc le 1/01 N+1, contre-passation des écritures passées le 31/12/N. On va prendre un exemple, comme d'habitude. Au 31/12/N, les droits acquis pour congés payés des salariés se montent à 40 000 €, dont 25 000 en salaire et 15 000 en charges sociales. Je vous demande de passer les écritures le 31/12/N et le 1/01 N+1. C'est pas très difficile, très honnêtement. Le 31/12/N, 641 congés payés provisionnés. Alors, on appelle ça provisionné, mais vous voyez, c'est une charge. 641. D'accord? Ah, le personnel, c'est 42. On met un 8 en 3e position, charge à payer, vous êtes d'accord? Dette provisionnée pour congés payés, 25 000 €. Les charges sociales, alors j'ai mis 645 charges de sécurité sociale et de prévoyance. Dans le monde réel, on aurait plus de détails, hein, vous vous souvenez, hein, il y a la Sécu, l'URSSAF, etc. Ça reviendrait au même, le principe est le même, mais à 438 organismes sociaux, charges à payer, d'accord? Vous voyez que, au titre de l'exercice N, l'entreprise en constate bien en charge la part des congés payés et la part des dettes sociales attachées aux congés payés qui se rapportent à l'exercice N. Et le 1er janvier N+1, eh bien, on contrepasse les écritures que l'on vient de passer tout simplement.